Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous parler du nombre de 100 et puis aussi de quelques autres. C'était effectivement l'occasion de parler de ce nombre qui n'est au bout du compte au départ pas très intéressant. Mais voilà, vu le numéro de tangente qui était le numéro 200, il fallait bien faire quelque chose. Donc voilà, 200 n'est pas premier, donc effectivement déjà ça retire pas mal d'intérêt. Bon, il est juste composé car il a des diviseurs. Par exemple 10, voilà, c'est très facile de se rendre compte de ça. En fait, il possède 12 diviseurs que voilà sur l'écran. Mais ce n'est pas une propriété remarquable pour lui parce qu'il y a des nombres plus petits que 200 qui possèdent aussi 12 diviseurs. C'est le cas par exemple de 60 qui en possède 12 et 60 a la particularité que lui est le plus petit entier qui admet 12 diviseurs, qui admet exactement 12 diviseurs. Et les nombres comme ça qui sont les plus petits entiers ayant une propriété sur un certain nombre de diviseurs s'appellent des nombres hautement composés. Et donc 60 est donc un nombre hautement composé. Alors voilà, un nombre hautement composé, c'est un entier qui possède plus de diviseurs que tous les nombres entiers plus petits que lui. Alors il n'y en a finalement pas tant que ça. Plus petit que 10 000, il y a ceux que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire pas énormément au bout du compte. Jusqu'à 10 puissance 12, il n'y en a que 94, ce qui fait quand même très très peu. Et pourtant, il y en a une infinité. Voilà. Leur densité dans l'ensemble des entiers est nulle. Alors la densité, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence des nombres hautement composés plus petits que n divisé par n. Et on prend la limite de ceci quand n tend vers l'infini. Donc ça donne une fréquence sur l'ensemble des entiers en quelque sorte. Bon. Leur densité est nulle. Voilà. Alors cette notion de nombre hautement composé a été introduite au début du XXe siècle par Srinivasa Ramanujan, mais ça a été surtout repris ensuite par deux mathématiciens, dont Paul Erdős, mathématicien hongrois, qui intervient énormément en théorie des nombres. On retrouve son nom dans quantité de domaines. Bon, Erdős disait de lui ce que vous lisez là, c'est-à-dire, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours résisté automatiquement à la tentation de ressembler aux autres. Bon, c'est un mathématicien, on pourrait dire, un peu à part, le prince des résolveurs de problèmes. Voilà, il a posé quantité de problèmes, il en a résolu énormément. Il avait eu un mode de vie comme un peu particulier. Il passait son temps à se déplacer de collègue en collègue, de pays en pays avec sa petite valise. En fait, il n'avait pas spécialement d'emploi, il n'était pas prof dans une fac particulière, il n'avait pas d'attache, pas d'habitation. Et il se déplaçait comme ça de congrès en congrès en allant chez des collègues. Et à chaque fois qu'il était quelque part, il faisait en retrouve un article avec les personnes qui l'entouraient à ce moment-là. Bon, il a ainsi écrit plus de 1500 articles de maths, posé plein de problèmes. En général, il donnait des sommes d'argent aux problèmes qu'il posait. Alors, entre 1 $ et 500 $, et selon la somme, ça laissait indiquer que le problème était important pour lui ou pas. Alors voilà Erdős, ici avec la femme de Ronald Graham, chez qui il allait souvent. Quand il était aux États-Unis, il était souvent hébergé par Ronald Graham, lequel est décédé cet été. Et puis l'autre photo, c'est avec Claude Berge, qui est un grand combinatoricien français. Voilà. Sur Erdős, il y a des livres et il y a même une vidéo sur YouTube qui est intéressante. Donc il y a un livre de Paul Hoffman qui a été traduit en français, aux éditions Belin. Et puis, il y a il y a un film sur YouTube sur sa vie qui est très, très intéressant. Bon, vu le profil particulier de Erdős et vu le nombre des gens qui ont travaillé avec lui, il y a une notion qui existe, c'est celle de nombre de Erdős. Alors, qu'est-ce que c'est que les nombres de Erdős? Tout simplement, si une personne a écrit un article avec Erdős, il a un nombre d'Erdős égal à 1. Si une personne a écrit un article avec quelqu'un qui a un nombre de Erdős égal à 1, son nombre de Erdős est égal à 2. Et puis, on continue comme ça. Voilà. Et puis, on fait le décompte. Alors, je ne sais pas si les statistiques là sont récentes. C'est clair que pour le nombre d'Erdős égal à 1, c'est clair que ça ne peut plus bouger. C'est 504 personnes. Mais pour les autres, ça peut encore bouger, puisque quelqu'un peut écrire au jour d'aujourd'hui un article avec quelqu'un qui a écrit un article avec Erdős. Donc, voilà les nombres.
Ça continue après, je ne les ai pas mis. Il y a plus de 270 000 personnes qui ont un nombre fini d'Erdos, donc qui sont en relation avec quelqu'un qui, au bout du compte, a écrit un article avec Erdos. Et on peut remarquer que toutes les médailles Fields ont un nombre d'Erdos inférieur ou égal à 5. Alors, 200 est aussi abondant. Un nombre abondant, c'est un nombre qui est inférieur à la somme de ses diviseurs stricts. Je dis bien strict, c'est-à-dire que 200 n'est pas pris dedans. Bon, ben, la somme des diviseurs stricts de 200, qui sont donc 1, 2, 4, 5, etc., jusqu'à 100, est égale à 265. 200 étant plus petit, il est donc abondant. Bon, c'est une notion introduite par les Grecs, avec la notion de nombre parfait. Les nombres parfaits, c'est les nombres qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs stricts, et déficients, ben, c'est les nombres qui sont plus grands que la somme de leurs diviseurs stricts. Donc introduit au début par les Grecs. Les premiers nombres abondants sont donc ceux que je mets, 12, 18, etc. On a l'impression qu'ils sont pairs, mais non, il y a des nombres abondants impairs. Le plus petit est 945. Et puis, résultat, j'oserais dire un peu amusant, tout entier plus grand ou égal à 20 162 s'écrit comme une somme de deux nombres abondants. Il y a une infinité de nombres abondants. Leur densité dans l'ensemble des nombres entiers, c'est d'environ 25%. Et c'est un résultat très récent par un mathématicien français qui date de 98, donc voilà, pas très grand. Et numériquement, on retrouve ce type de résultat, puisque entre 1 et 100 millions, il y a un peu plus de 24 millions de nombres abondants. Donc voilà, on n'est pas très loin on est un petit peu en dessous de 25%, ce qui est le résultat général. Bon, abondant, enfin 200 étant abondant, bien sûr, n'est pas parfait. Ben, c'est dommage parce que c'est vrai que ça, c'est une propriété quand même remarquable. La fait d'être abondant n'est pas très remarquable. Vous avez vu, il y a quand même environ 25% des entiers qui sont abondants. Donc, ça ne met pas une grande propriété sur 200. Bon, les nombres parfaits, on en connaît actuellement 51. On ne sait pas si on a une infinité. Et le plus grand connu au jour d'aujourd'hui possède un petit peu plus de 49 millions de chiffres. On conjecture qu'il n'existe pas de nombre parfait impair. Oui, tous ceux qu'on connaît sont bien sûr pairs. Oui. 200 est aussi un nombre pratique. Ça veut dire que tout entier plus petit que lui s'écrit comme une somme de ses diviseurs stricts. Alors, c'est une notion qui date… Alors, les premiers nombres pratiques, on a l'impression qu'il y en a pas mal. Voilà, et voilà. Donc, 200 est bien beaucoup plus loin, hein, bien sûr. Bon, ça a été introduit par un mathématicien indien en 1948. Mais les propriétés des nombres pratiques avaient déjà été utilisées par Fibonacci. Fibonacci a étudié entre autres les fractions égyptiennes, c'est-à-dire les fractions qui s'écrivent 1 sur quelque chose. Et dans ce cadre-là, pour savoir si une fraction peut s'écrire comme une somme de fractions égyptiennes différentes, les nombres pratiques interviennent. Il y en a une infinité. Mais Erdos, toujours lui, a démontré en 50 que leur densité dans l'ensemble des entiers était nulle. Voilà. Alors, les nombres pratiques ont une particularité, c'est qu'il y a certains théorèmes qui sont vrais avec les nombres pratiques, avec des démonstrations très très simples, et on espérerait avoir ce type de résultat avec les nombres premiers, où là, les démonstrations ne sont pas simples, voire même nous ne les avons pas au jour d'aujourd'hui. Par exemple, tout nombre pair est la somme de deux nombres pratiques. Ça ressemble fortement à la conjecture de Goldbach, qui dit que tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers. Conjecture qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de démonstration. Cette conjecture-là, c'est la conjecture forte de Goldbach. On n'a qu'une démonstration pour la conjecture faible de Goldbach, celle qui dit que tout nombre impair est la somme de trois nombres premiers. Oui, tout nombre impair est la somme de trois nombres premiers. Mais la conjecture forte, c'est-à-dire celle-ci, celle sur les nombres pairs, nous n'avons pas de démonstration au jour d'aujourd'hui et visiblement, ça ne semble pas être à la portée immédiate des mathématiciens. Deuxième type de résultat avec les nombres pratiques. Il existe une infinité de couples de nombres pratiques de la forme n plus 2, ce qui ressemble étrangement à la conjecture des nombres premiers jumeaux, hein, qui dirait qu'il existe une infinité de couples de nombres premiers de la forme p plus 2. C'est-à-dire que la différence entre ces deux nombres premiers serait égale à 2. Les seuls résultats qu'on a dans ce cadre-là, c'est un résultat
qui date de la dernière décennie, où dans un premier temps, un mathématicien chinois, pas très connu en tout cas au départ, Zhitang Tiang, a démontré qu'il existe une infinité de couples de nombres premiers dont la différence est inférieure, je crois, à 70 millions. Donc on est très loin de 2, hein, c'est clair. Et suite à ce résultat-là, il a été perfectionné par un certain nombre d'autres matheux, entre autres Terence Tao, qui est un mathématicien d'origine australienne, enfin chinoise australienne, et qui vit aux États-Unis, Medai Fields, voilà, et qui, sous la forme d'un projet collaboratif sur Internet, a finalement, ce groupe-là, pas lui spécialement, a démontré que pour l'instant, c'est la version la plus actuelle de ce théorème sur les nombres premiers jumeaux, qu'il en existe une infinité de couples de nombres premiers dont la différence est plus petite que 640, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. 640, je regarde si j'ai ça. Non, 246. Excusez-moi, 246. Bon, on est encore loin de 2, mais voilà, ça a beaucoup progressé. Malheureusement, ce groupe de mathématiciens sur Internet a décidé de clore leur projet collaboratif, car les techniques qu'ils employaient, ils n'en voyaient pas d'amélioration pour arriver à un résultat meilleur que celui-là. Les démonstrations pour les nombres pratiques sont excessivement simples. Hein, ça a été démontré récemment, mais c'est plus parce que personne n'y avait pensé avant. Je n'ai pas regardé vraiment les démonstrations de près, mais elles semblent être du niveau, allez, premier cycle d'université de tout étudiant en mathématiques. Allez, 200 à un ami, 80. Alors, ne pas confondre cette notion d'ami avec la notion de nombres amicaux. Deux nombres sont amicaux si la somme des diviseurs stricts de l'un est égale à l'autre. Bon, par exemple, 220 et 284 sont des nombres amicaux. Les diviseurs stricts de 220 sont, vous les avez là, 1, 2, 4, 5, etc., jusqu'à 55 et 110. On parle bien des diviseurs stricts, donc non compris le nombre lui-même. Leur somme fait 284. Et quand on regarde les diviseurs stricts de 284, eh bien, la somme fait 220. Bon, ce couple de nombres amicaux 220-284 était connu de l'époque de Pythagore. Voilà. Pythagore disait, il parlait d'un ami qui était un autre lui-même, comme le sont 220 et 284. Alors, il y a eu quelques paires de nombres amicaux trouvés dans l'histoire par Fermat, puis après par Mersenne. Il y a eu de grandes correspondances entre ces gens-là, par Descartes. Et puis, il y a une formule qui donne quelques exemples de nombres amicaux donnés par des mathématiciens arabes. Bon. Mais je vois qu'il y a des commentaires. Je vais aller voir. Alors, de temps en temps, c'est devoir discuter avec des chrétiens réformés, mais extrêmement loin, enfin, vraiment christianisme. Je ne comprends pas ce que tu m'écris, mais ce n'est pas grave. Ah, d'accord. Bon, c'est aussi sans doute une propriété de 200 qui ne me semblait pas remarquable au point de la mettre dans ce que je vous présente. Voilà. Alors, Euler a donné une liste de 61 couples de nombres amicaux. Voilà. Sur cette liste de 61, il y en avait 2 qui étaient fausses. Bon, j'en ai indiqué trois paires différentes là. Vous constatez aussi, par exemple, qu'il y a aussi des couples amicaux qui sont impairs. 67 095 et 71 145, ce sont des impairs. En 1972, on connaissait 1108 paires de nombres amicaux. Bon, l'informatique avait commencé à arriver, c'est clair. Trop serré sur ce paragraphe. À ce jour, on connaît toutes les paires de nombres amicaux jusqu'à 10 puissance 20, et il y en a plus de 4 millions. Ouais. Il y a des ordinateurs qui tournent pour connaître pour connaître ces nombres. Aussi étonnant que ça puisse nous paraître, oui, il y a des gens qui font ça. Enfin, plutôt, il y a des gens qui font des programmes pour faire tourner les ordinateurs pour chercher ce genre de choses. Bon, on ignore s'il y a une infinité de nombres amicaux, ça on ne sait pas. Mais par contre, Erdős a encore démontré, j'ai envie de dire encore lui, que la densité des nombres amicaux est nulle.
Donc la fréquence de nombres amicaux dans l'ensemble des entiers est nulle. Voilà. Alors revenons à 200 et son ami 80. Parce que des entiers amis, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, pas tout à fait quand même. Des entiers sont amis s'ils ont le même taux d'abondance. Alors qu'est-ce que c'est que le taux d'abondance? Le taux d'abondance, c'est simplement la somme de tous les diviseurs. J'ai bien dit tous les diviseurs, donc y compris le nombre lui-même. Alors, par exemple, pour 200, les diviseurs, c'est donc 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200. On fait la somme et on divise par le nombre, 200. Et ce taux d'abondance pour 200 est égal à 93 40e. Et bien, 80 a le même taux d'abondance. Et deux nombres qui ont le même taux d'abondance sont dits amis. Je n'ai pas réussi à savoir d'où venait cette notion. Visiblement, on la trouve dans des jeux, dans une revue américaine de mathématiciens, hein, l'AMM, dans les années 75. Je ne sais pas si c'était connu avant ou si quelqu'un s'était intéressé à ça avant. Mais vous allez voir après que ça intéresse un petit peu de gens quand même. Alors, ces deux nombres-là, 200 et 80, n'ont pas d'autres amis qui soient plus petits que 10 millions. Parmi les entiers plus petits que 50, eh ben, voilà, 6, 12, 24, 28, 30, 40 et 42 ont des amis. Je n'ai pas écrit au-delà de 50 hein, parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà. Maintenant, tous les nombres qui ont des amis ne sont pas obligatoirement pairs. On vient de voir à l'instant, hein, 200 et 80 étaient tous les deux pairs. Ben, ce n'est pas le cas. Il y a des couples d'amis qui sont impairs. 135 est ainsi ami avec 819. Mais il y a aussi les paires d'amis mixtes. 42 est ami avec 544 635. Alors, les amis peuvent aussi être très éloignés, aussi bizarre que ça puisse paraître. 24 est ami avec 91 963 648. Ben oui, il y a des gens qui ont calculé ce genre de choses. Alors, il y a des clubs d'amis aussi. Par exemple, tous les nombres parfaits sont amis. Ben, puisque eux, leur taux d'abondance est égal à 2 pour tous. Je vous rappelle qu'un nombre est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts. Autrement dit, si la somme de ses diviseurs au total, qui va donc être égale à la somme des diviseurs stricts plus la valeur du nombre, donc ça va faire 2 fois le nombre. 2 fois le nombre divisé par le nombre, ça fait donc 2. Donc tous les nombres parfaits ont un taux d'abondance égal à 2. Donc il y a un club de tous les nombres parfaits. Ils sont tous amis. Alors, il y en a d'autres. Par exemple, il y a un club qui est formé par 30, 140, etc. Je ne vous les dis pas. Voilà, moins 4, je crois qu'il y en a d'autres. Hein. Alors, maintenant, si un nombre n'a pas d'amis, il est dit solitaire. On retrouve l'idée quand même quelque part. Les mathématiciens ont un peu d'humour. Voilà. Alors, il y a des nombres dont on démontre qu'ils sont solitaires. Par exemple, tous les nombres premiers sont solitaires. Toutes les puissances de nombres premiers sont solitaires. Mais il y en a d'autres, par exemple 18 est solitaire, 21 est solitaire, etc. On a une liste comme ça de nombres solitaires. On sait qu'il y en a une infinité. On sait aussi qu'il y a une infinité de nombres ayant des amis. Ça, on le sait aussi. Mais il y a plein de nombres dont on ne sait pas ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils ont des amis ou est-ce qu'ils sont solitaires? Le plus petit d'entre eux, c'est 10. 10, on ne sait absolument pas ce qu'il est. Les recherches, je crois, ont été faites jusqu'à 10 puissance 20. On n'a pas trouvé d'amis à 10 jusqu'à 10 puissance 20, ce qui ne veut pas dire qu'il est solitaire. Voilà. Et donc, il y a aussi des programmes informatiques qui tournent pour ce genre de choses. Propriété. Alors, cette propriété d'avoir un ami n'est pas fondamentalement intéressante, c'est clair. Jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup de propriétés très intéressantes. Alors, il y en a que je n'ai pas citées. Par exemple, 200 est un nombre de pas devant. Bon, c'est une classe, enfin une famille de nombres qui ressemble au nombre de Fibonacci, hein, avec une relation de récurrence qui est vérifiée par ces nombres. Bon, 200 est un nombre de pas devant. On ne peut pas dire que le fait d'être un nombre de pas devant est une propriété fondamentale. Voilà. Bon, donc il a d'autres propriétés comme ça. C'est un nombre puissant, 200. Bon, voilà. Mais rien de très fondamental. Bon, quelque part, c'est un peu décevant de se retrouver face à un nombre comme ça qui n'est pas fondamentalement intéressant. Je n'ai pas été regardé dans. Oui, j'aurais pu regarder de comment dire, le nombre de 100, combien de fois il intervenait dans la suite sur le site de Neil Sloan, l'OEIS, pour voir s'il en a beaucoup plus que ceux qui précèdent ou ceux qui suivent. Bon, mais voilà, c'est sans doute intéressant à les regarder. Mais je pense qu'il ne va pas avoir énormément de propriétés. Bon, alors 200, c'est aussi un composé stable.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre composé est stable? Bah, tout simplement, quand on remplace n'importe lequel de ces chiffres par un autre chiffre au hasard, le nombre est toujours composé. Bah, regardons. Bah, c'est clair que si on remplace le chiffre des dizaines ou le chiffre des centaines par autre chose, dans la mesure où le chiffre des unités est toujours égal à 0, bah, le nombre sera toujours composé. Bon, et puis maintenant, si on remplace le nombre des unités par autre chose, par exemple 201, bah, 201 est divisible par 3, 202 est pair, 204 est pair, etc. Donc il reste 203. Bah, 203, je ne sais plus à quoi c'est égal, mais c'est égal à quelque chose. Je ne l'ai pas écrit près de moi, donc je ne le connais pas par cœur. Mais voilà, mais 203 est composé. Pareil pour, alors 207 est divisible par 3, et pareil pour 209 qui est aussi composé. Donc 200 est un composé stable. Alors ça s'appelle aussi cette notion quelquefois de composé dur. Voilà. Bon, alors c'est une propriété miroir de la notion de nombre premier instable. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier instable? C'est un nombre premier qui devient composé quand on remplace n'importe quel de ces chiffres par un autre. Voilà. Alors c'est cette première notion de premier instable qui est apparue. Bon, il existe une infinité de nombres premiers instables. Une fois de plus, c'est une démonstration de Erdős qui date de 1979. Bon, ce qui est remarquable, c'est que le plus petit premier instable, c'est 294 001. Il faut donc aller quand même très très loin, même s'il y en a une infinité. Voilà. Le plus petit, quand même, assez gros, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pourrez remarquer aussi que la notion de composé instable ou la notion de premier stable n'a aucun intérêt. Il n'y en aurait pas. Hein, voilà. Bon. Et alors, qu'est-ce qui est remarquable sur 200? Ben, c'est qu'il y a aussi une infinité de nombres de composés stables. Ça se démontre aussi. Et surtout, le plus petit, c'est 200. Voilà. Enfin, une propriété importante pour le nombre 200. C'est un composé stable et c'est le plus petit de tous. Voilà. Ben, je crois que j'ai à peu près fini de vous raconter certaines des propriétés de 200. Et ben, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Je vais retirer la présentation. Que je vais faire ça, je vais arrêter ça. Voilà. Et je reviens vers vous. S'il y a des questions par écrit, je peux y répondre. Alors, je fais faire réapparaître les discussions. Alors, est-ce que ces propriétés ont été remarquées et prouvées juste pour le plaisir? Question importante, mais je n'ai pas de réponse. Ce sont des questions mathématiques. Des gens y ont réfléchi. Là, dans certaines des propriétés, il y en a qui sont de l'ordre, je dirais, des mathématiques amusantes, mais il y en a d'autres qui sont sérieuses. Par exemple, le composé stable. Alors, effectivement, le fait qu'un nombre est composé stable, ce n'est pas très intéressant. Par contre, le fait qu'un nombre premier est instable, c'est une notion importante. Ça laisse, par exemple, enfin, ça ne laisse pas penser. Ça montre, par exemple, que pour démontrer qu'un nombre est premier, il faut avoir tous ces chiffres. Il est impossible de démontrer qu'un nombre est premier si on ne connaît pas tous ces chiffres. Alors qu'il est facile de démontrer qu'un nombre est composé sans avoir tous ces chiffres. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des applications connues pour tout ça? Bah, au jour d'aujourd'hui, moi, je n'en connais pas spécialement, mais par exemple, la notion de nombre pratique a été utilisée pour les décompositions de nombres en fractions égyptiennes. Est-ce que c'est une application intéressante, les fractions égyptiennes? Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui s'intéressent à ça, y compris des matheux importants. Vous allez voir que Erdős, vous avez vu que Erdős intervient quand même relativement souvent, et on ne peut pas dire que c'était un mathématicien, je dirais, de petite envergure. Voilà, c'était quand même c'est un grand mathématicien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à m'en poser. Enfin, je ne sais pas si je pourrais y répondre, mais… Il y a une question sur y a-t-il des applications connues maintenant, comme les nombres premiers pour la cryptographie? Bah, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes de cryptographie. Plutôt, il y a des systèmes de cryptographie qui reposent sur les nombres premiers, c'est clair. Le plus connu, c'est le système RSA, hein, du nom de ses inventeurs, qui utilise en fait la propriété suivante. Si par exemple, je vous donne au hasard 13 et 11, il est facile de trouver leur produit, 143. Par contre, si je vous donne le nombre 143, ça sera un tout petit peu plus long de retrouver 13 et 11. Dans un sens, le produit est facile à faire. Dans l'autre sens, retrouver les deux facteurs à partir d'un nombre est un petit peu plus compliqué.
Alors, effectivement, pour 143, ça se fait en quelques dixièmes de seconde. Mais maintenant, au lieu de mettre 13 et 11, vous mettez deux nombres premiers de, allez au hasard, 20 chiffres. Leur produit sera beaucoup plus difficile à redécomposer en facteurs premiers. Et les systèmes de cryptographie, le système de cryptographie RSA est bien basé sur cette propriété-là. Autrement dit, les nombres premiers qui, jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne voyait pas trop à quoi ça pouvait peut-être servir, au jour d'aujourd'hui, c'est essentiel pour quantité de domaines. Alors, je redonne la définition de nombre composé stable. Un nombre composé est stable si, quand on modifie n'importe lequel de ces chiffres, il reste composé. C'est le cas de 200, comme je disais. Si on modifie soit le chiffre des centaines, soit le chiffre des dizaines, comme il se termine toujours par 0, il est donc toujours divisible par 10, il est toujours composé. Et maintenant, si on change le chiffre des unités, ben vous regarderez, soit c'est un chiffre pair, et donc il est divisible par 2, soit c'est 1 et 7 ou 5, et c'est divisible par 3, ou celui par 5, c'est divisible par 5. Et dans les deux autres cas, je n'ai pas le détail là, mais ils sont aussi tous les deux composés. Et ce qui est remarquable donc sur 200, c'est que c'est le plus petit composé stable. Voilà, c'est le plus petit. Bien, s'il y a d'autres questions, on peut continuer sans souci. Alors, il faut que je les fasse apparaître. Alors, par contre, je pense que vos questions, c'est peut-être plus simple de les poser par écrit, parce qu'avec les micros, c'est difficile. Là, j'avoue, quelqu'un a dû parler, mais je n'ai pas compris ce qu'il me disait. Alors, Donc, ce que j'ai raconté là, il y aura sans doute une vidéo qui sera sauvegardée, visiblement. Oui. Mais ceci dit, dans le numéro de tangente numéro 200, il y aura un petit article sur ce que je vous ai raconté. Voilà. On te demande quel est ton J'ai déterminé mon nombre d'Erdos, mais à mon avis, il n'existe pas. Il faut être clair. Je n'ai jamais écrit d'article scientifique, j'ai envie de dire, dans une revue de recherche avec qui que ce soit, et donc, je ne peux pas être lié à quelqu'un qui a un nombre d'Erdos fini. Donc non, je n'ai pas de nombre d'Erdos, c'est clair. Je ne suis qu'un petit prof de maths, je ne suis pas un grand mathématicien. Daniel, est-ce que tu peux parler de ton livre qui a obtenu le prix Tangente du livre, donc le dictionnaire, alors comment il s'appelle exactement? De presque tous les nombres entiers. Voilà, de presque tous les nombres réapparaître. entiers. Il devait être, alors je ne sais plus comment je vais faire réapparaître ça. Si je vais refaire un écran partagé. Voilà. Voilà. Ce livre, donc dictionnaire de presque tous les nombres entiers, qui est paru chez Ellipse en fin 2012. J'ai eu la grande joie d'avoir le prix Tangente 2013. Je peux dire que je ne m'y attendais peut-être pas du tout. Voilà. C'est donc un dictionnaire de tous les nombres entiers. Il y a plus de 700 pages qui reprend plein de propriétés des nombres entiers. Voilà. Alors, par exemple, sur 200, il n'y a pas tout ce que j'ai raconté parce que je m'arrête pas avant. Mais disons que sur quantité de propriétés, je ne cite pas tous les nombres. Vous avez vu, par exemple, le fait d'être un nombre pratique, il y en a une infinité. Donc, je ne vais pas pouvoir tous les mettre. Donc, à un moment donné, pour quand même diminuer le nombre de pages, je m'arrête. Alors, par exemple, nombre pratique, je ne sais plus à combien je m'arrête, mais si ça se trouve, je m'arrête à 100. J'ai donné une liste quand même assez exhaustive des propriétés jusqu'au nombre 100. Mais à partir de là, je ne cite plus que les propriétés importantes pour les nombres. Bon, ça n'empêche qu'il y en a quand même 700 pages au total. Voilà. Ce livre, en fait, reprenait l'idée qu'avait eue François Le Lyonnais dans un livre qui s'appelle Les nombres remarquables, qui est encore souvent cité. Si c'était que moi, je n'ai fait que les nombres entiers et que mon livre est 5 ou 6 fois plus gros que le sien. Voilà. J'avais essayé d'être exhaustif, c'est-à-dire que si un nombre n avait une propriété, tous les nombres plus petits qu'il avait devaient être cités aussi. J'ai bien dit plus petits. C'est-à-dire qu'au moment où je m'arrête, tout ce qu'il y avait avant avait été cité.
Simplement, à un moment donné, il faut bien s'arrêter parce que sinon, ça deviendrait un peu gros. Voilà, et qu'on ne peut pas écrire une infinité de nombres. Donc, je m'arrêtais. Cette infinité, enfin, cette non-infinité, c'est le presque entre parenthèses, hein, avec un petit peu d'humour. Dans ce livre, il y a aussi visiblement ce qui a plu, quantité d'encadrés qui expliquent toutes les notions. Hein, si je dis, par exemple, ce n'est pas le cas, hein, mais si je disais que 200 était un nombre pratique, évidemment, ça renvoie à un encadré où on explique ce que c'est qu'un nombre pratique, où ils interviennent, quels sont les résultats, etc. Il y a des centaines d'encadrés à plein de moments pour expliquer les propriétés des nombres. Voilà. Alors, s'il y a des gens intéressés, je n'ai pas encore trop compris comment, mais je peux faire des dédicaces par visio, mais Gilles saura nous dire comment après. Oui, je vais le dire tout de suite. Voilà. Donc, en fait, il y a deux solutions. La première, c'est que les personnes en question prennent la parole là, maintenant, que tu notes, que tu prennes des notes. Oui. Et ensuite, quand ils achètent ton livre sur la librairie en ligne de Tangente, le lien est sur le site de Tangente, hein, le stand de Tangente, ou sur directement la librairie. Donc, quand ils achètent, dans les commentaires de leur achat, il y a à un moment donné une zone commentaire et ils écrivent qu'ils veulent une dédicace et qu'ils t'ont donné les informations. La deuxième solution, c'est de ne rien te donner là, maintenant, en direct, mais au moment où ils commandent, dans les commentaires, ils mettent en détail ce qu'ils souhaiteraient voir sur la dédicace. Alors, cette dédicace, elle elle sera pas écrite sur le livre même, mais elle sera jointe au livre. C'est-à-dire que l'auteur en général, donc cette fois-ci, donc ici Daniel, va faire sa dédicace, il va l'envoyer à la librairie Infinimat, c'est-à-dire à la personne qui gère l'envoi des livres, et vous aurez à l'intérieur du livre la dédicace sous forme d'une feuille qui sera associée au livre. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir là, par contre, là, il y a un problème de musique. Je ne sais pas qui est avec un peu de Arrêtez musique. le micro de ceux qui font la musique. Ah, merde. Merci d'arrêter votre micro. Allô? Oui. Oui, bonjour. Il t'a pas trop fait souffrir? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends. Bon, je réponds à la question de Dominique Lecomte là, sur les discussions. Alors, je ne suis intéressé à 200 que parce que… Qu'est-ce que je vais sortir? J'ai mangé le poisson, moi. Daniel, Oui. Comme c'est toi qui as le rôle d'animateur, Bon. Il faut que tu… Oui. Alors, à quel endroit je peux couper les micros? Michel Texier. Voilà. D'accord. Gilles, à quel endroit je peux couper les micros? En haut à droite de chaque… En haut à droite. Ah, en droite. Alors là, je ne sais pas qui c'est. Oui. D'accord. Voilà, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Oui. Bon, je pense que c'était ce monsieur, mais bon, je ne suis pas sûr. On verra. C'est bon. Voilà. Oui, je reprends la question de Dominique. Je ne me suis intéressé… Enfin, comment dire? Dans mon dictionnaire, je me suis intéressé à tous les nombres, bien sûr. Bon. Puis ça se voulait, entre guillemets, exhaustif d'après les critères que je m'étais fixés. Bon. Là, je ne me suis intéressé à 200 de manière un peu plus détaillée que parce que c'est le numéro tangente 200. Sinon, je ne me serais pas intéressé spécialement à 200. Alors, question plus générale, est-ce qu'il y a des propriétés qui dépendent des bases de numération? Évidemment. Là, dans les propriétés que j'ai citées, est-ce qu'il y en a? Oui, la notion de composé stable est bien sûr une notion qui dépend du système décimal. La notion d'être un nombre pratique ne dépend pas du système décimal. Et selon les propriétés, elles seront donc intrinsèques selon la valeur du nombre, mais pas du tout de sa représentation, ou au contraire, comme c'est la notion de composé stable, elles seront dépendantes du système de numération dans lequel on représente le nombre. Alors, effectivement, il y a des mathématiciens, je ne sais pas si on peut les appeler grands, qui, pour plein de choses, ont commencé à regarder ce genre de choses. La notion de premier instable, par exemple, Terence Tao s'y est intéressé.
et à démontrer des résultats dans toute base de numération. Sur d'autres propriétés, on n'a pas l'impression qu'elle est suffisamment intéressante pour que des grands mathématiciens s'y intéressent. Mais visiblement, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont cherché, qui ont fait des tas de calculs pour trouver des propriétés dans des bases de numération différentes de la base 10. Voilà. Oui. Bon, s'il y a d'autres questions. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu que Denise a posé une petite question. Alors, oui, ben non, cette propriété-là, elle n'y est évidemment pas dans mon livre. Voilà. Comme tu l'écris, Denis, c'est une propriété anecdotique. Bon. Et dans l'article que j'ai écrit pour Tangente, je n'ai pas cité ça. Voilà. C'est difficile d'arriver à faire une liste qu'on veut la plus complète possible des propriétés intéressantes sur les nombres, parce qu'il y en a plein. Et quasiment tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais enfin très 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 fréquemment, j'en découvre de nouvelles. La question à chaque fois, c'est est-ce que c'est une propriété intéressante? Qu'est-ce qu'elle apporte? Voilà, et ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Denise. Merci. Je me suis posé plein de questions quand j'ai écrit mon dictionnaire. C'est clair. Beaucoup de questions. Qu'est-ce que je mettais? Qu'est-ce que je ne mettais pas? Et je me posais d'autant plus au fur et à mesure que le nombre de pages augmentait. Et donc, à un moment, il faut bien s'arrêter et essayer de se dire que on fait un truc complet et on essaye de ne pas en mettre plus. Bon, je sais que s'il y a un jour une deuxième édition, il y en aura beaucoup plus. J'espère pas beaucoup plus de pages, mais je vais arriver à faire une mise en page qui arrive à tout prendre. Voilà. Alors, y a-t-il des applications concrètes à l'arithmétique? Personnellement, je n'en connais pas beaucoup, mais c'est typiquement le genre de questions que les mathématiciens ne se posent pas trop. Les gens qui font de la théorie des nombres ne se posent pas beaucoup de questions de savoir si ça va servir à quelque chose. Il y a des tas de gens qui ont bossé en géométrie algébrique sur des courbes elliptiques sans se soucier de savoir à quoi ça servait. Et effectivement, on a maintenant des applications de cryptographie de d'autres techniques en dehors du système RSA pour coder basées sur les courbes elliptiques. J'imagine que les premières personnes qui ont bossé sur ces courbes, qui sont des courbes algébriques du troisième degré, n'imaginaient pas un seul instant qu'il y aurait des applications en crypto. Je crois, peut-être que je me trompe, que beaucoup de mathématiciens ne se posent pas la question de savoir est-ce que ce que je fais sert à quelque chose? Non, ça sert à faire avancer les connaissances sur un sujet. Et s'il y a des applications, tant mieux. S'il n'y en a pas, ce n'est pas important, mais peut-être qu'il y en aura un jour, on ne peut pas savoir. Bon, ce n'est qu'un avis personnel. Je ne sais pas si d'autres matheux le partagent, je pense que oui, beaucoup même, mais voilà. Bon, Eh bien, si... à la lecture de vos questions, s'il y en avait, voilà. pas de problème. S'il n'y en a pas, eh bien, on va arrêter là. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Daniel, de ton intervention. De rien. Et donc, je précise quand même qu'elle va être très rapidement, d'ici demain probablement, ou sur la page YouTube de Tangente. Voilà. Et je pense même qu'on mettra le lien aussi sur nos sites. Voilà. D'accord. Et ceci dit, il y aura donc un article sur 200 dans le Tangente numéro 200. Voilà. Alors surtout, ne manquez pas le Tangente numéro 200, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, et en tout cas, merci beaucoup à tous. Je vois que je termine largement dans les temps. Ça va permettre sans doute, peut-être à mes auditeurs, d'aller écouter Roger Penrose, qui à 15h est sur le site du Salon. Voilà, exactement. Avec le prix Nobel de physique, Roger Penrose. Tout à fait. Et dont Tangente a fait un dossier complet dans le numéro 198. Voilà.
Et donc, si vous n'avez pas eu ce numéro, n'hésitez pas à le commander sur le site de Tangente parce qu'il est très intéressant et vous apprendrez beaucoup de choses. Effectivement, sur Roger Penrose en particulier, que nous avons eu presque, on peut dire, une exclusivité pour pouvoir l'interviewer. Voilà. Eh bien, merci. Merci à tout le Merci à monde tous. et au revoir. Merci à tous.